Madame, Monsieur, bonsoir. Le 26 mai prochain, nous allons voter pour les élections européennes, fédérales et régionales. Et dans cette émission, nous nous intéressons au scrutin régional. Vous connaissez maintenant la formule de cette émission, un parti. Et face à ce parti, eh bien, des représentants des syndicats dans un premier temps, puis de la société civile et des jeunes, notamment sur le thème du climat. Alors, aujourd'hui, c'est le PTB qui est avec nous en studio. Et nous accueillons Anouk Van de Boord. Bonsoir. Mais également Nadine Demolle. Bonsoir. Et Valérie Mathieu. Bonsoir. Alors précisons que nous devions avoir un quatrième candidat, Didier Lotin, mais malheureusement il n'a pas su nous rejoindre au dernier moment quasiment pour des raisons familiales. Alors en dehors de cette table, nous accueillons également un observateur de choix. Michael Van Cutsem, politologue, est avec nous. Il va suivre les échanges de près. Puis en fin d'émission, on va réaliser un débriefing de ce débat. On commence de suite pour la partie face aux syndicats. Les trois syndicats traditionnels sont représentés sur ce plateau. Nous avons la CGSLB avec Eugénie Ledoux. Bonsoir et bienvenue. Mais également Isabelle Laloy pour Bonsoir. la CSC. Et au milieu de ces deux dames, eh bien, nous avons Guy Failly pour la FGTB. Bonsoir. Voilà, un fidèle de cette émission. Il a une carte de fidélité presque. Allez, on est parti pour 20 minutes consacrées à des thématiques qui sont proches souvent aussi du milieu syndical, évidemment. On est parti pour ce débat avec tout d'abord un constat dans les syndicats en matière d'emploi, d'encadrement des travailleurs. Quels sont, vos constats principaux, ce qui ne va pas en Wallonie, et donc ce que vous voulez voir changer, et donc ce que vous voulez demander quelque part aux candidats. Eugénie Ledoux. Oui, mais donc c'est un constat qu'on fait tous dans le milieu syndical et ailleurs. C'est de voir que les contrats qui ont été développés ces dernières années sont des contrats qu'on appelle précaires. Et donc ça ne permet pas aux gens d'investir dans l'achat d'immobilier, par exemple, ou de se sentir en sécurité. Et donc j'aurais voulu savoir quels étaient vos projets à ce niveau-là. J'ai vu que vous aviez un projet de CDI d'office après X mois de travail. J'aurais voulu que vous nous informiez là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est un peu utopiste. Donc CDI, contrat à durée indéterminée, qui Oui, permet effectivement à un travailleur, à un employé d'être plus stable. Votre réponse ? Mais, moi, je vais tout d'abord dire bonsoir. La première chose, c'est qu'on veut vraiment supprimer tous les flexi-jobs, les contrats associatifs et tous les emplois précaires, justement pour avoir des emplois un peu plus décents et de qualité. Concernant les CDI... Moi, je pose comme la question. Comment comptez-vous faire pour supprimer tous ces emplois précaires ? Comment faire pression sur les patrons, sur donc, les entreprises, mais aussi peut-être les associations, etc., pour mettre fin à ce système ? Il y a moyen de légiférer ça ou de changer les choses au niveau wallon ? Par exemple, les emplois intérimaires, ce sont pour moi des emplois précaires. Et donc, on voudrait recadrer et ne plus employer des emplois intérimaires pour faire une période d'essai, ou vraiment minime, et ensuite directement en CDI. Donc ne plus donner l'opportunité aux employeurs de prendre les travailleurs intérimaires comme des déchets. Donc ils les prennent 6 mois, ensuite ils en prennent d'autres, et donc ça doit être cadré. Ça c'est un point. D'autres idées, M. Mathieu ? Oui, et on peut également lier tout ce qui est aide à l'emploi. D'abord, aide aux entreprises liées véritablement à l'emploi, mais aussi liées à la qualité de l'emploi. Et donc, effectivement, engager un intérimaire, pour nous, ne devrait pas être comptabilisé comme étant un emploi de qualité, un emploi durable. Et donc, les aides ne devraient pas être accordées dans un cadre de ce type d'emploi qui ne sont pas... Conditionner les aides. Si on conditionner n'a pas... les aides, oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Madame Van der Boord ? Non ? Je rejoins ce qui a été dit, on va continuer à en discuter. Ok, très bien. Question suivante du côté des syndicats, M. Failly ? Mais oui, justement, tout ce qui est législation du travail est plutôt une matière fédérale. Donc moi, j'ai un peu trouvé d'accents régionaux dans votre programme, notamment sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, la formation professionnelle, les aides effectivement à l'emploi, mais vous venez de l'aborder maintenant de manière assez restreinte, les aides à l'emploi conditionnées pour les demandeurs d'emploi wallons, puisqu'on est dans des matières ici régionales. Donc je voulais un petit peu vous interroger là-dessus, sur le rôle du Forum, par exemple, et qui a été un peu mis à mal lors de la législature précédente, sur l'aide au secteur
secteur associatif, avec notamment toute la contestation sociale qu'il y a eu sur la réforme des APE. Quelle est votre position par rapport à ces chantiers-là? Alors, Série, donc d'abord le Forum. Voilà, que pensez-vous du Forum, de son rôle et comment doit-il se développer dans les prochaines années? Nous pensons que le Forum doit continuer. On doit d'abord retrouver véritablement une sérénité de travail avec le Forum, qui a été, je pense, sérieusement mise à mal, surtout ces 2 dernières années. Et une sérénité de travail aussi, par exemple, avec tout le secteur qui accompagne le Forum, tels que les centres d'insertion socio-professionnelle, EFT, etc. Et là, il faut un financement qui soit suffisant, ça c'est une première chose, et il faut aussi qu'on puisse leur permettre de travailler de façon véritablement apaisée. Dans ce cadre-là, par exemple, c'est un peu plus formation, mais les CISP, par exemple, devraient être effectivement correctement refinancés, de façon à pouvoir véritablement continuer leur travail, qui n'est pas seulement une mission emploi d'ailleurs, qui est aussi une mission au point de vue d'insertion sociale. Et on doit pérenniser leurs emplois et pérenniser leur travail en augmentant, à mon sens, l'aide qu'on leur apporte via la région wallonne. Alors le Forum, on sait qu'il y a un rôle de formation, il y a aussi un rôle de surveillance de la part du Forum. Quel côté, selon vous, doit développer le Forum? Pour nous, le Forum doit développer l'accompagnement. Le principal, c'est de développer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'accompagnement à la formation. Le contrôle, la chasse aux chômeurs, c'est pas vraiment notre business, si je peux dire. On est clairement contre et on pense véritablement que c'est l'accompagnement qui doit être promotionné au Forum, la formation avec les autres opérateurs. Madame Vonnebeau, oui. Oui, je rejoins vraiment ce qui a été dit. Je pense que la question centrale, c'est où est-ce qu'on porte la responsabilité? Est-ce que la responsabilité est auprès des chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi ou parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois et pas suffisamment d'emplois de qualité? Et je pense que ça, c'est vraiment le nœud du problème. Et nous, on veut avant tout mettre l'accent sur construire des emplois de qualité qui permettent, comme vous l'avez dit, de se projeter dans la vie, d'avoir une vie saine, sereine. Et donc je pense que tant qu'on n'agit pas à ce niveau-là, et tant qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, on ne va pas résoudre le problème du chômage. Et donc c'est hypocrite de vouloir justement continuer à surveiller, à contrôler ces chômeurs. Alors on va parler du secteur associatif et des APE, mais Madame Lalot, vous voulez faire une réflexion? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. En matière de développement d'emploi, il y a en tout cas, que ce soit en région wallonne, en communauté française, mais aussi au niveau de l'État fédéral dans les soins de santé, un secteur qui est très important en matière d'emploi, c'est le secteur non marchand et le secteur associatif, où on a créé ces 20 dernières années des milliers d'emplois de qualité, notamment pour des femmes, puisque c'est un secteur essentiellement féminin et on sait combien l'emploi des femmes est une question importante au niveau de la société et au niveau de l'émancipation des femmes. Donc, moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, en tant que PTB, vous allez, si vous étiez au pouvoir, ou même du côté de l'opposition, si ça arrivait, soutenir en tout cas le secteur non marchand, associatif, ou bien, parce que dans vos programmes, c'est surtout le soutien aux services publics, ou allez-vous prioriser le soutien aux services publics? Et si vous voulez soutenir le secteur non marchand, est-ce que vous pouvez vous engager notamment à soutenir et à défendre des accords non marchands? Parce que dans ce secteur-là, on ne négocie pas de la même manière que dans l'AIP, notamment, l'accord interprofessionnel. On doit négocier avec les pouvoirs subsidiants. Est-ce que vous soutiendriez des accords non marchands qui permettent non seulement de développer ce secteur-là, de répondre à des besoins de la société, de jouer un rôle d'inclusion, mais également de créer des emplois de qualité? Bien, votre réponse? Soutien du secteur non marchand et comment peut-être aussi de financer oui, et de développer? Évidemment. Oui. Alors, votre réponse? La réponse est oui, si je peux dire. C'est facile. Oui, voilà, ça c'était la version un peu facile. Non, Mais comment? La réponse, effectivement, c'est oui. Moi, je pense que les soutiens qui existent aujourd'hui ne devraient certainement pas être réduits. On peut en parler par rapport au point APE. La réforme qui a été proposée, qui heureusement n'est pas passée,
pour nous, ne devrait jamais passer. C'est au contraire un refinancement de ce secteur. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de services publics dans notre programme, mais c'est aussi service au public. Et donc, pour nous, ça comprend tout ce secteur non marchand qui offre un service au public qui est essentiel, finalement, aux citoyens. Très concrètement, pour répondre à la question, dans notre programme, il y a en effet le fait de créer 20 000 nouveaux emplois dans le secteur du non marchand. Et pour ça, après, on est toujours lié évidemment à la question du financement, parce qu'on a déjà plusieurs fois dit refinancer. Pour nous, c'est essentiel. Mais évidemment, là, il y a un lien avec le fédéral qu'on ne peut pas nier. Donc, la 6e réforme de l'État que les 4 partis traditionnels ont votée, ben, là, a eu pour conséquence de donner plus de compétences à la région wallonne et en fait une enveloppe plus petite par rapport à ça. Donc, c'est plus ou moins un définancement de 10% de la région wallonne. Donc, c'est impossible, je pense, de prendre en main sérieusement la crise, qu'elle soit sociale ou écologique, sans y mettre les moyens. Et y mettre les moyens, je pense que c'est une compétence fédérale d'aller chercher l'argent là où il est, puisqu'on sait qu'en Belgique, il n'y a jamais eu autant d'argent et autant de production de richesse qu'aujourd'hui. Donc l'argent, il y en a, mais il faut alors à ce niveau-là, au niveau de l'État fédéral, au niveau wallon aussi, on peut quand même lever de l'argent. Hein. Il y a un budget à gérer, si je ne me trompe pas. Comment vous comptez-vous peut-être développer ça, aller chercher des moyens au niveau wallon? Je pense que la priorité, et ce n'est pas pour quitter le débat ou en sortir, mais la priorité, là où il y a le plus d'argent et là où on peut aller le chercher facilement, c'est chez les grandes multinationales, chez les grands millionnaires qui ne payent pas ou quasi pas d'impôts en Belgique. Et je pense qu'en agissant à ce niveau-là, on doit alors pouvoir renforcer, refinancer et redonner les moyens aussi aux régions pour prendre en main toutes les compétences qu'on leur a données. Très bien. Partie suivante dans ce débat avec les syndicats, on va parler maintenant de l'aide aux entreprises, comment aussi favoriser la création d'emplois dans les entreprises. Votre constat au niveau syndical et votre demande? Les aides aux entreprises telles qu'on les a connues ces dernières années, notamment avec le tax shift, ce sont des réductions de cotisations sociales qui ont fait que maintenant, au niveau de la sécurité sociale, le trou qui se creuse au niveau de la sécurité sociale devient presque ingérable. Donc pour nous, c'est un problème très très grave, d'autant plus que le tax shift a, en dehors de donner de l'argent aux actionnaires, puisque ça a été de l'argent répandu et semé partout, sans distinction, n'a pas véritablement créé de l'emploi. Le MR vous dira que c'est 130 000 emplois, mais on sait ce qu'il en est. Comment pouvez-vous envisager des aides aux entreprises qui garantissent un financement de la sécurité sociale et ne creuse pas le trou de la sécurité sociale? Alors, qui répond? Moi, je veux bien. Oui, Madame de Molle. Mais tout d'abord, nous, le cadeau aux entreprises, c'est hors de question. Donc les tax shifts, hors de question. Et ça reviendrait évidemment tout à la sécurité sociale. Ce qui pourrait aider tout le non-marchand, je pense à l'assurance autonomie, pour lesquelles on est contre, parce qu'il y a une cotisation à payer qui est la même pour tout le monde. On pense que l'aide aux personnes en perte d'autonomie doit être aidée par la sécurité sociale. Voilà. Oui. Autre partie de réponse avec M. Mathieu? Non? Oui. Dans ce cadre-là, effectivement, on est contre les réductions simples de cotisations sociales. Comme on dit toujours, ce qu'on appelle aujourd'hui les charges patronales, ça a toujours été en fait une partie du salaire qu'un jour les travailleurs ont décidé de mettre dans un pot commun qu'on appelle la sécurité sociale. Donc à chaque fois qu'on offre à des employeurs une réduction, en réalité, c'est aux travailleurs qu'on leur tire et pas à l'entreprise. Le refinancement, il est là. Je pense que ce n'est pas là-dessus qu'on doit aller pour véritablement offrir des aides aux entreprises. Il faut un accompagnement aux entreprises, certes. On peut passer par une certaine forme de subside, il en existe, ou passer par des participations publiques, ça existe aussi. On a en Wallonie une société d'investissement. C'est eux, finalement, qui doivent offrir des aides aux entreprises. Toujours, comme je le disais tout à l'heure, avec des règles qui sont, entre autres, la liaison avec un volume d'emploi, une création d'emploi et un maintien d'emploi et qualité en même temps. Très bien, oui. Pas d'autres précisions. On passe maintenant à la formation.
formation donc des jeunes, ou formation en alternance, ou formation pour rebondir sur, voilà, on doit changer de métier. En matière de formation, du côté syndical, quelle est, votre priorité, en tout cas, Mme Ledoux? Mais donc, vous le savez comme moi, il y a une pénurie d'enseignants et dans les écoles, c'est parfois difficile. On voit parfois beaucoup de cours qui sont annulés et dans le supérieur, des élèves qui sont parfois lâchés beaucoup plus vite que leur prévu, simplement parce que les profs ne sont pas là. Et donc, je jette la pierre à personne. C'est vraiment difficile d'être enseignant aujourd'hui. Donc, j'aurais voulu savoir quels étaient vos projets. J'ai lu que vous envisagiez 15 enfants par classe. Et alors, je me demande au niveau des bâtiments, comment on pourrait faire pour mettre 15 enfants par classe. Enfin, voilà, je voulais vous interroger sur ces deux sujets-là. Alors, quelle est votre formule miracle, si je comprends bien? Voilà. Mais je pense que c'est en effet un des points noirs de notre enseignement qu'il faut prendre en charge. Il y en a d'autres évidemment. Moi je suis enseignante et je la vis au quotidien, la pénurie. Mais je pense que la première chose, c'est de chaque fois questionner le fond du problème, la cause. Comment ça se fait qu'on a une pénurie dans l'enseignement? Et je pense que la première chose, c'est de revaloriser le métier pour attirer plus d'enseignants, puisque en Belgique, c'est un enseignant sur 3 qui quitte dans les 5 premières années. Donc c'est énorme. Plein de gens qui font la formation, qui ont envie de se lancer et puis qui sont dégoûtés très vite. Donc la première chose, c'est comment lutter contre ça. Pour revaloriser, je pense que d'abord, il faut une revalorisation salariale. Donc moi, dans la salle des profs, c'est assez rare d'avoir des discussions politiques, mais il y en a eu beaucoup ces derniers temps avec les Gilets jaunes, entre autres, avec les mobilisations syndicales, des collègues qui me disent « je ne m'en sors pas, j'arrive pas à finir mes fins de mois » et c'est pas normal que des enseignants qui, je pense, c'est une place centrale dans la société, s'en sortent pas avec leur salaire d'enseignant. Donc ça, c'est la première chose. Je pense, dans la revalorisation, il y a aussi en termes de sécurité d'emploi, parce qu'on parle de pénurie, mais voilà, même ici dans la région, mes collègues, il y en a qui travaillent depuis plus de 13 ans, qui sont toujours pas nommés, qui sont toujours dans l'incertitude de où est-ce qu'ils vont travailler, soit le mois prochain quand ils enchaînent les remplacements, soit l'année prochaine. Donc pour ça, concrètement, ce qu'on propose, c'est que tous les enseignants qui ont leur diplôme soient automatiquement engagés et qu'alors il y ait des pools d'enseignants qui soient créés pour que dès qu'il y a un remplacement à effectuer, on a toujours sous la main des personnes disponibles pour faire des remplacements et quand il n'y a pas besoin de remplacement, qui peuvent faire du renforcement dans les équipes pédagogiques qui existent. Je pense qu'il y a aussi besoin de plus d'accompagnement. C'est un métier où on est finalement très très seul face à sa classe et dans un contexte qui n'est pas facile. Donc évidemment, on a une des mesures, c'est des classes plus petites pour permettre, et pour le prof, un meilleur environnement de travail, mais aussi pour permettre vraiment à chaque enfant de les accompagner vers la réussite, mais aussi de lier ça à l'aménagement des fins de carrière et que c'est très difficile pour les enseignants en fin de carrière de continuer à être face à des grandes classes, mais qu'ils puissent en fait accompagner les jeunes profs. Et je pense que c'est toutes des mesures comme ça qui vont aider les enseignants à se sentir bien dans leur métier, dans leur emploi. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre la pénurie. Alors, je vais me faire l'avocat du diable et je relaie la question posée par Mme Ledoux. 15 enfants par classe, comment allez-vous faire sur le plan purement pratique pour les bâtiments? Et puis, forcément, 15 enfants par classe, ça veut dire plus d'enseignants. Or, on en manque déjà. Et quelle est donc votre formule pour ça? Oui, tout à fait. Donc là, il y avait un élément de réponse tout à l'heure. Mais donc, c'est un lien de nouveau avec le fédéral. Nous, on veut instaurer une taxe des millionnaires qui rapporterait minimum 8 milliards d'euros par an. On veut que 2 milliards d'euros soient attribués à l'enseignement pour refinancer vraiment massivement l'enseignement en Belgique et donc que ça refinance les communautés, bien sûr, pour les salaires, pour aussi l'encadrement, parce qu'il faudrait plus de bâtiments. Et aujourd'hui, il y a plein d'écoles déjà où il n'y en a pas suffisamment, donc ça, c'est sûr. Bien, très bien. Alors, il nous reste 2 minutes 40. Question sur la formation, de tout type, formation en alternance, centre de formation. Une question du côté syndical? Monsieur Failly? Mais effectivement, vous avez évoqué la question de la formation en alternance en siégeant dans des organismes comme la Chambre emploi formation du bassin de Namur-Dinant. On fait le constat avec le monde patronal d'ailleurs et surtout le secteur de la formation des demandeurs d'emploi que actuellement on
promeut la formation en alternance, mais on ne trouve pas assez de places de stage dans les entreprises. Donc on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui s'orientent vers la formation en alternance et peu d'endroits où on peut accueillir les jeunes en stage dans l'entreprise. Donc voilà quel remède à cela, parce que c'est quand même un moyen d'insertion assez important. Tout à fait. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'enseignement en alternance et donc j'ai aussi accompagné beaucoup de jeunes dans leur lieu de stage et j'irai même plus loin sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de lieux de stage où malheureusement les stagiaires sont là aussi pour en fait utiliser comme main-d'œuvre bon marché et pour combler des besoins. Donc je pense que non seulement ça renvoie en fait à la question de l'emploi et des conditions de travail. J'ai rencontré beaucoup de petites PME qui s'en sortent pas et donc c'est un moyen pour s'en sortir. Et donc là, il faut travailler à l'aide aux PME et que les stagiaires ne soient pas utilisés comme une main-d'œuvre de plus. Je pense qu'un des moyens, c'est de nouveau de lier à l'aménagement des fins de carrière et d'organiser un réel tutorat que tous les travailleurs, par exemple, de plus de 55 ans, puissent décider, moi je veux attribuer une partie de mon temps de travail à la formation des jeunes. Ça permettrait vraiment mieux d'encadrer, de former les jeunes et en fait même pour l'employeur d'avoir une continuité et une transmission des savoirs. La question était comment obliger les employeurs ou inciter les employeurs à proposer plus d'encadrement en formation. Inciter à la responsabilité sociale des entreprises en fait. Ouais. Mais quand je parle d'aménagement des fins de carrière, c'est législatif. L'État a un pouvoir là-dessus et donc ça a été complètement déconstruit et affaibli par les dernières mesures de Baclaine. Mais je pense que justement, on peut aller à l'inverse et réfléchir comment, en termes sociétal, accompagner à la fois alléger les fins de carrière tout en permettant la formation des jeunes et donc aussi via l'alternance. D'accord, ok. Très bien. Bon, il nous reste 5 secondes. Je propose qu'on n'entame pas une question, sinon on est reparti pour une nuit et nuit. On termine donc cette première partie consacrée aux syndicats. On remercie les syndicats de nous avoir rejoints. Ils vont laisser leur place à d'autres invités, puisqu'à présent, on passe dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la société civile. C'est parti. Alors, tout le monde reprend ses affaires et puis d'autres invités nous rejoignent sur ce plateau. Avant de vous les présenter, ces nouveaux invités, nous allons écouter une question citoyenne, une question qui est posée par une citoyenne de la région de Phillyville qui s'interroge, comme par hasard, sur l'état des routes. On écoute sa réflexion et sa question et puis on aura votre réponse ensuite. C'est parti. Et puis la mobilité des routes sans trous. Hein, ça serait bien, puisqu'on est taxé. Alors il faudrait peut-être qu'ils les réparent. Voilà, des routes sans trous. Est-ce que c'est possible un jour? Alors voilà, votre question, c'est que c'est une compétence wallonne, hein, les routes, en tout cas autoroutes et routes régionales, entre autres. Est-ce que la région wallonne peut faire quelque chose? Vous avez 1 minute pour répondre à cette dame, pour la rassurer peut-être sur vos mesures à vous. Oui, effectivement. Là, on est vraiment dans une compétence régionale et d'une manière générale, nous, ce que nous ne voulons plus, c'est encore agrandir le réseau. Ça, c'est la première chose. Nous avons un des réseaux routiers les plus denses d'Europe et on ne voit absolument pas la raison de continuer à construire des nouvelles routes qu'il va falloir encore en plus entretenir après, alors qu'on a déjà un déficit d'entretien. Donc, pour nous, cet argent nouvelles routes devrait être consacré justement à l'entretien des routes existantes, régionales bien sûr, mais aussi dans le cadre des aides aux communes à l'entretien des routes communales. Et la masse d'argent, en tout cas récupérée en investissement, serait retransférée en entretien. Ça devrait permettre, en tout cas, véritablement d'aller vers un entretien correct du réseau existant et de s'arrêter effectivement à ce réseau existant sans justement augmenter des taxes pour les conducteurs. Très bien. Eh bien voilà, vous avez observé la mise vraiment de manière très précise. Bien. Allez, on vous présente nos invités, nos nouveaux invités autour de cette table pour représenter la société civile face à ces candidats. Nous avons Bonat de Sissi. Nous accueillons Bonat de Sissi. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Centre d'action interculturelle. Et puis, nous avons également Arnaud Collignon qui représente, lui, Inter-Environnement Wallonie. Alors, pour chaque émission, nous avons également 2 jeunes. Malheureusement, les jeunes, à l'heure d'enregistrement,
enregistré en tout cas cette émission sont au cours, figurez-vous. Et donc, une jeune est avec nous, c'est Marie Mommer. Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie qui vient de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de la région de Viroinval notamment, et qui va parler climat tout à l'heure. Alors, on commence par le secteur associatif et on peut faire confiance à Benoît de Sissi pour relayer des constatations et surtout avancer des questions et des réflexions. Alors, au niveau du Centre d'action interculturelle, dans vos activités au quotidien, les personnes que vous rencontrez, quels sont les problèmes majeurs que vous avez envie de relayer auprès des candidats? Alors, les problèmes majeurs, et le PTB, c'est clair, on parle beaucoup dans son programme, c'est la lutte contre les discriminations, c'est la société d'accueil qui n'est pas suffisamment ouverte. Donc, il y a évidemment des freins qu'il faut lever du côté des personnes étrangères, donc, notamment au niveau du fédéral, avec les problèmes d'équivalence de diplôme, de permis de travail, etc. Mais en même temps, voilà, il y a le problème de la société d'accueil qu'il faut aussi sensibiliser, lutter contre les préjugés. Donc c'est le gros problème que l'on rencontre, je dirais, aujourd'hui et qui ne fait que s'amplifier avec les dernières mesures politiques de ces dernières années. Alors, comment, améliorer l'accueil et l'intégration Alors ici, on est au niveau des politiques régionales. Et donc, moi, ma question, elle va être plus sur les politiques régionales et pas sur les migrations ou sur l'accueil en tant que tel. Et donc, moi, ce que je voulais souligner, c'est justement le programme du PTB est assez développé sur la lutte contre les discriminations. Mais ma question, c'est en région wallonne, quelle est pour vous la politique d'intégration que vous développeriez si vous étiez au pouvoir? C'est vraiment le concept même de la politique d'intégration. Oui, bien. Alors, Madame de Mol, d'abord. Alors, oui. Alors, nous, tout d'abord, on voudrait d'abord soulever les causes de ces réfugiés et pourquoi ils sont là. Donc, il y a d'abord, la majorité des réfugiés sont là à cause des guerres, des bombardements, de la pauvreté et à cause du climat. Et nous pensons que c'est dû beaucoup à un système économique qui appauvrit les pays du Sud, fait par l'Europe et par la Belgique d'ailleurs, qui ont voté aussi pour ces bombardements, que ces réfugiés sont là. Nous les accueillons évidemment bras ouverts. Nous demandons ce qui est déjà en cours à un parcours d'intégration qui est pour l'instant obligatoire. Le problème, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'effectifs. Et donc, les réfugiés sont sur une liste d'attente et donc n'ont pas le moyen de se faire intégrer rapidement. Et donc, le obligatoire pense, soit on met obligatoire et on donne les moyens, soit on enlève l'obligatoire, parce que je pense que ces réfugiés sont vraiment demandeurs. Nous voudrions aussi les accueillir dans des plus petites structures, donc pas dans des centres d'asile très grands, mais dans des plus petites structures plutôt familiale, qui facilite l'intégration dans le pays. Et ça demande plus d'encadrement, donc plus de financement. Ça demande plus, oui. On est au niveau de la politique d'accueil, mais ça permet une intégration plus facile, c'est clair. Oui. Et peut-être aussi une création d'emplois. Il faut voir aussi dans l'emploi, justement pour épauler les réfugiés arrivants. On aura besoin de plus de personnes, de toute façon. Parce que donc ils sont demandeurs d'apprendre la langue et ce qui est important pour nous, ce sont de leur donner leurs droits, des droits humains, des droits sociaux, parce que de plus en plus ils travaillent dans le transport, dans le bâtiment, à des conditions vraiment désastreuses. En fait, les employeurs peu scrupuleux les prennent à des salaires vraiment bas, des conditions de travail quasi inhumaines. Et donc tout ça engendre une baisse du niveau salarial et du niveau de conditions de travail de tout le pays. Donc je pense que ce sont des droits légitimes et pour eux et pour la société en général. Et alors, que peut faire la région wallonne sur ce plan? C'est aussi la question. Mais les petites structures d'accueil, déjà un parcours d'intégration rapide. Mais peut-être par rapport à l'accueil, donc on est sur les personnes,
vous êtes sur les personnes étrangères, mais donc par rapport à la société d'accueil, comment est-ce qu'elle peut être un peu moins discriminante? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait moins de préjugés? Et par rapport à un public que vous défendez, qui sont notamment les personnes les plus fragilisées, on sait très bien que là, on vit pas mal de racisme parce que les personnes pensent qu'on va leur prendre leur emploi. Et donc, comment concrètement vous comptez travailler vers ce public-là pour les rassurer, leur faire comprendre que non, ce n'est pas vrai, pour permettre aussi la convergence des luttes qui vous est chère? Et on est bien sur les politiques d'intégration, je suis bien sur la région wallonne. Bah oui, mais je pense qu'en effet, il y a un travail à faire au niveau sociétal aussi qui va tout à fait à l'encontre de ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on entend plusieurs politiciens qui eux-mêmes contribuent à créer la peur, à créer la division, à créer le repli sur soi. Et je pense que c'est aussi une forme de programme et de projet politique parce que ça permet de diviser les gens et donc qu'ils ne s'unissent pas pour des mêmes droits, pour des mêmes conditions de travail, etc. Mais que c'est un rôle politique à jouer, c'est sûr. Et donc, je pense que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional, il faut un véritable plan de lutte contre le racisme et qui s'attaque, je pense, qui doit partir évidemment de l'expérience et de l'expertise des nombreuses associations de terrain qui connaissent la réalité et qui travaillent tous les jours, et que ce plan doit s'adresser dans tous les différents aspects. Donc, je pense qu'au niveau de l'école, il y a beaucoup à faire en termes déjà de lutte contre les inégalités qui touchent en particulier aussi les enfants issus de milieux d'origine étrangère, mais en termes d'accès au logement. Je pense qu'il faut élargir, par exemple, les systèmes de testing pour l'accès au logement, pour l'accès au travail et de voir les choses en grand et au niveau structurel. C'est quoi ce système, pour que le téléspectateur comprenne? Donc le testing, le but, c'est justement pour lutter contre la discrimination à l'embauche. C'est le fait d'avoir en fait des tests d'embauche et des CV qui ne sont pas reliés à un nom, à un visage. Voilà. Et on choisit le candidat en fonction de ses compétences, ou de ses réalités. Voilà. C'est ça. D'accord. Petite question subsidiaire sur les migrants en transit. Oui, comme ça, après, effectivement, on passera à l'environnement après. Les migrants en transit, avec quelques soucis en province de Namur aussi. Et en province de Namur particulièrement, notamment. Et donc, concrètement, comment vous pouvez apporter quelque chose au niveau de leur situation qui est inhumaine ici dans notre province, dans notre région wallonne? Et vous entendez quoi exactement? Les migrants en transit, donc qui transitent par la région wallonne. Enfin, on parle beaucoup du parc Maximilien, mais ils sont aussi en région wallonne, et notamment en province de Namur. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez leur apporter dans votre programme, au-delà de ce que font tous les citoyens, parce que jusque-là, ce ne sont que les citoyens qui se sont mobilisés. Énormément sur eux. Moi, je pense qu'ils doivent avoir accès effectivement à une structure d'accueil, même si dans leur cas, ça risque d'être une structure d'accueil provisoire. De façon d'abord à pouvoir tout simplement s'arrêter, reprendre leur souffle, si je peux dire, parce que c'est souvent aussi le problème, et à recevoir dans ces structures, outre l'accueil, l'aide médicale, etc., à recevoir aussi l'information sur ce qui est possible, pour ceux en tout cas qui veulent absolument continuer leur trajet, qu'ils aient au moins l'information sur les conditions, comment ils seront accueillis dans le pays dans lequel ils veulent aller, et etc. Bien. Et la région wallonne peut y faire quelque chose là aussi. La Wallonie, on dit toujours région wallonne, mais on doit dire Wallonie maintenant. Allez, on passe maintenant à notre représentant suivant, Arnaud Collignon. Vous représentez donc Inter-Environnement Wallonie. Quelle est spontanément la première question qui vous vient face à des candidats à des élections régionales? Du PTB, donc on a bien lu votre programme. Et c'est vrai que l'environnement est mis fort en avant. Par contre, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté de ne jamais toucher au comportement, ou très peu influencer les comportements, et notamment de ne pas utiliser un outil qui est la fiscalité. On sait qu'en Belgique, la fiscalité sur le travail, on taxe d'abord le travail, et on taxe très peu les comportements les plus polluants. Le fait d'utiliser beaucoup sa voiture, le fait d'avoir un grand logement, c'est des choses qu'on utilise très peu. Et le PTB, là-dessus, on ne l'entend pas trop, et même au contraire, par exemple sur une tarification carbone, donc taxer le CO2, là, le PTB se met fortement de côté en disant qu'ils ne veulent pas de tarification carbone, alors que tous les experts dont nous plaidons depuis des années pour mettre en place ce genre d'outils
absolument fondamentale. Alors, c'est quoi le point de vue du PTB? Peut-être d'abord, en introduction, on ne pense pas que les comportements ne doivent pas changer. Ça, c'est sûr. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va faire en tant que société pour faire changer les choses. Et je pense que la première chose, c'est que pour l'instant, il y a une individualisation des responsabilités. Donc, on dit très fort aux consommateurs, en fait, c'est chez vous que repose la responsabilité, vous n'avez qu'à consommer autrement, alors qu'il y a très peu d'alternatives. Donc, on le voit par exemple pour la question du transport. Énormément de travailleurs sont obligés aujourd'hui de prendre leur voiture pour aller travailler. Et je pense que c'est facile de dire on va mettre une taxe ou on va augmenter le coût du carburant, etc. Mais en fait, la première chose, c'est de développer une vraie alternative qui va encourager les travailleurs à abandonner leur voiture pour se déplacer. Le contraire, mais la plupart des experts disent qu'il faut faire les deux, parce que si on ne fait que améliorer le transport en commun, par exemple, eh bien, les gens ne seront pas toujours pas incités. Il faut contraindre aussi, c'est la carotte et le bâton. Hein. Et là, il y a beaucoup de carottes dans votre programme, mais très peu de bâtons finalement. Sauf que justement, toutes les études montrent surtout que la gratuité amène à un changement modal. Donc, tous les travailleurs à qui on propose, par exemple, le remboursement de leur transport en commun, 45% d'entre eux vont choisir d'utiliser les transports en commun, ce qui n'est pas du tout le cas quand ce n'est pas gratuit. Donc ça, c'est une première chose. Et pour l'instant, c'est justement l'inverse qui est fait. C'est on taxe, on individualise, mais on ne prend pas les choses de manière collective. Je pense que la première chose, c'est d'avoir des alternatives. Et après, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on fait par rapport aux gens qui, malgré tout, continuent à avoir des comportements qui ne... Vous êtes, par exemple, c'est une des revendications des jeunes, Marie, je me tourne aussi, mais c'est une des revendications des jeunes, le bus gratuit, 100% gratuit en Wallonie, contre? Oui, tout à fait pour tout le monde? Pour tout le monde, oui. L'ensemble du transport en commun gratuit. Ouais, d'accord, ok. Oui. Allez-y, oui. Je dis l'ensemble du transport en commun gratuit, transport en commun public gratuit, avec véritablement une augmentation du nombre de bus, de leur fréquence. Donc c'est un global. Donc un budget conséquent quand même alors pour les TEC. Hein? Pour les TEC ici, donc actuellement la région Wallonne finance déjà une grande partie des TEC. Le coût à l'heure actuelle, le dernier calcul qu'on nous avait donné serait d'approximativement 59 millions pour rendre les TEC gratuits dans la situation actuelle, et ça représente approximativement 0,4% du budget de la région Wallonne. Donc on ne pense pas que ça soit insurmontable de rendre le bus gratuit dans la situation actuelle. Bien, je reviens sur une question de M. Collignon, et puis après on entendra Marie, notre jeune qui est avec nous, qui parlait de la taxe carbone. On ne vous entend pas dans votre programme, il n'y a rien. Taxe carbone, donc la taxe imposée notamment aux entreprises polluantes ou aux importations de Chine, d'Amérique du Sud et autres. Vous êtes pour ou contre, ou comment la moduler? Mais on est clairement contre, mais petite précision, quand on parle de taxe carbone, c'est une taxe qui ne touche pas les entreprises, mais qui touche les consommateurs. Et en France, elle a déjà été instaurée, et qu'est-ce que les études montrent? C'est que, en fait, les personnes, à titre individuel, qui consomment le plus, c'est les personnes les plus riches. Forcément, elles ont un niveau de vie qui a des conséquences environnementales. Et pourtant, alors qu'elles polluent 40 fois plus que les personnes les plus démunies, la taxe carbone touche avant tout, par rapport à leur budget global, touche beaucoup plus fort les personnes les plus démunies. Donc pour nous, c'est une taxe qui est vraiment injuste, puisqu'elle touche avant tout ceux qui eux-mêmes consomment le moins, et surtout qui est inefficace, parce que la première chose, et là-dessus on est aussi les seuls à être offensif, c'est qu'il faut s'attaquer là où il y a la plus grande responsabilité en termes de pollution. Et en Belgique, c'est 300 entreprises, 309 pour être précise, qui à elles seules sont responsables de 40% des émissions de CO2. Si on n'agit pas à ce niveau-là, on ne va pas être capable d'enrayer la situation actuelle en termes climatiques. Monsieur Collignon ? Vous avez tout à fait raison, les grandes entreprises sont responsables, mais c'est très difficile à partir du moment où on est en Belgique, où on est à 10 tonnes de CO2, donc 10 tonnes de CO2 par personne. Donc on est par personne, les plus gros pollueurs de la planète. C'est très difficile aujourd'hui, dans le contexte climatique qu'on connaît, de dire
écoutez, nous, les Wallons, ne vont rien faire, c'est la faute aux multinationales, on ne va pas agir sur les comportements individuels. C'est pas de gaieté de cœur qu'on dit ça, nous, en tant qu'environnementalistes. C'est le constat qu'on a une crise climatique et que certains de nos comportements sont climaticides, posent problème par rapport à ça et qu'on va devoir les changer. Et malheureusement, l'autorité publique, le gouvernement dans lequel vous serez peut-être, a des outils qui est là pour changer ces comportements. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est mettre un tarif plus élevé sur ce qui est le plus polluant. C'est un des outils les principaux. Et donc, c'est très contradictoire. Ça nous semble en tout cas très contradictoire de votre part. L'idée n'est pas de taxer les plus pauvres. L'idée est vraiment de, collectivement, de taxer les comportements les plus polluants. Mais ça touche les plus pauvres. Et donc, ça, c'est le il faut prévoir, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir une compensation pour les plus pauvres, mais pas exempter tout le monde. D'accord, ben voilà, réflexion à faire mûrir. Marie, voilà, les jeunes qui descendent dans la rue depuis quelques semaines, et ce sujet du climat, évidemment, fait partie de la campagne électorale. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos invités? Concernant la mobilité, justement, pour vous, quelles sont les solutions ou la solution miracle qui ferait réduire l'émission de CO2 et justement trouver une alternative différente dans le mode de transport et pas seulement dans les bus, parce que les bus... oui, on parle des bus, on prend le bus gratuit, pourquoi pas, oui. Et aussi l'abondance dans les bus et être serré comme des sardines quoi, dedans. Qu'en pensez-vous et voilà. Quel est votre remède miracle là? Oui, voilà. Ouais. Remède miracle, c'est peut-être un peu... Ou les solutions. Hein. Mais voilà, par contre, il y a toute une série de solutions. Aussi bien marchandises que transport de personnes d'ailleurs. En termes de transport de marchandises, ce que nous voudrions, c'est arriver par exemple à plus de 40% des marchandises qui sont transportées par train et par la voie d'eau avant 2025. Par rapport au transport de personnes, effectivement, le problème du transport en lui-même, j'en ai parlé, la gratuité avec une augmentation du nombre de bus, du nombre de lignes et une augmentation de la fréquence, en principe doit attirer les personnes. En général, quand ce genre de service s'est mis en place dans les villes qui l'ont fait, on a vu une augmentation de la fréquentation des bus, mais associée avec un plan d'intermodalité qui va jouer sur le vélo, une augmentation évidemment des infrastructures correctes et sécurisées pour les cyclistes, mais aussi d'une infrastructure piétonne qui soit véritablement correcte et qui soit accessible aux PMR. C'est le premier ensemble, je veux dire, qui va vraiment travailler sur une amélioration de la mobilité pour nous. En dehors de ça, on espère bien que la personne qui va prendre le bus ne va pas continuer à utiliser sa voiture en même temps. Ce serait un petit peu compliqué, donc on va diminuer le nombre de véhicules. Point de vue climat, la deuxième chose, c'est qu'on est pour une taxe en fait de circulation qui soit beaucoup plus progressive et qui va vraiment travailler sur le poids du véhicule et la cylindrie du véhicule. Puisqu'en règle générale, plus le véhicule est lourd et plus son moteur est gros, plus il consomme et donc plus il pollue. Ça veut dire que là, le plus pollueur, je veux dire, va payer des taxes plus élevées et donc on espère forcément une réduction de ce nombre de véhicules aussi. C'est un ensemble qui doit aussi fonctionner, bon là c'est fédéral, mais qui doit aussi fonctionner avec la SNCB, puisque pour nous le train c'est une sorte de colonne vertébrale en termes de transport en commun qui va pouvoir effectivement s'articuler en intermodalité avec les transports en commun tech, avec la possibilité du vélo. Donc en développant par exemple des vélos partagés, des vélos en location dans toutes les gares et à proximité éventuellement des grandes lignes de bus. Et de la même façon, la marche participe à la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on voit un peu trop souvent, c'est qu'on nous aménage des quai-bus parfaitement aménagés, alors que dans certains endroits, il n'y a même pas un trottoir pour y arriver. Ce qui est un petit peu un non-sens, puisqu'on fait un arrêt, mais il faut marcher sur la route pour pouvoir arriver à l'arrêt de bus. Réflexion de Marie, oui. Et que pensez-vous du covoiturage, justement, et de la mise en place de parking, pourquoi pas, pour faciliter les travailleurs qui font de longues distances à favoriser le covoiturage à un autre moyen de transport? Je pense que c'est très positif, qu'on a de toute façon tout intérêt à partager, à collectiviser les moyens de transport.
Je pense que le fait de développer beaucoup plus les transports en commun et de les rendre gratuits va aussi permettre que toute une partie de gens qui aujourd'hui font du covoiturage n'aient plus besoin de le faire, parce que le covoiturage à grande échelle, c'est d'utiliser des transports en commun, qui sont en fait un covoiturage avec des dizaines, voire des centaines de personnes. Je pense que de manière générale, il faut vraiment inverser la tendance. Aujourd'hui, on voit que c'est le tout à la voiture, avec des moyens gigantesques qui sont mis pour développer les infrastructures routières, par exemple. C'est aussi une perte énorme, par exemple, pour l'État, que de faire des cadeaux fiscaux pour les voitures de société. Mais à l'inverse, on désinvestit dans les transports en commun. Donc la TEC, par exemple, a perdu plus de 5000 kilomètres de lignes. C'est 15% des arrêts qui ont été supprimés. Et en même temps, les prix qui ont continué à augmenter. Et donc forcément, il y a peu de gens qui s'en emparent, qui les utilisent. Et je pense qu'il faut vraiment faire tout l'inverse et investir largement dans les transports en commun, parce que c'est un enjeu crucial en termes d'environnement, mais aussi en termes de société, d'accès à la mobilité. Pour avoir un transport en commun efficace, vous devez avoir un habitat concentré. Quelles sont vos positions par rapport à recentrer l'habitat, essayer de redynamiser les villages, les villes, les centres de nos villages, Rapidement, en 1 minute, lorsqu'on est passé le temps, mais on vous laisse. Mais on a effectivement des propositions. On pense que l'aménagement du territoire doit se diriger vers une concentration et non plus une dispersion comme ça a été le cas pendant les 20-30 dernières années. Donc effectivement, nous, on pense qu'il faut reconvertir certaines zones qui ont été au départ inscrites comme zones à bâtir en zones non bâtissables, de façon à forcer d'une certaine façon la concentration, la construction dans les villes. Pas seulement avec de nouveaux bâtiments, ceci dit, puisque on veut aussi faciliter la rénovation et l'utilisation des espaces qui sont actuellement vides en ville et qui en fait pourraient loger pas mal de ménages, en tout cas à l'heure actuelle. Très bien. Voilà, quelques idées. On va laisser 1 minute supplémentaire pour répondre à cette question. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette partie débat, en tout cas. On remercie les associations pour leur travail. Ils ont épluché aussi les programmes des partis, les différents partis qui sont venus dans cette émission. Et ça, chapeau. Alors, on va passer à la partie suivante et puis on aura le débriefing. Mais avant cela, c'est le temps de la carte blanche. C'est une petite faveur que l'on accorde à chaque parti qui vient dans cette émission, c'est de vous donner l'antenne pendant 1 minute, 60 secondes pour dire ce que vous voulez, évidemment, aux téléspectateurs et donc aux électeurs qui vont voter dimanche prochain. C'est Madame Vandenborg, je pense, qui s'en charge. C'est parti pour le chrono. On voulait en profiter pour mettre en avant une mesure concrète qu'avec le PTB, on veut appliquer si on est au pouvoir au niveau de la région wallonne. Et c'est la question de diviser par 2 les salaires des ministres et des députés de la région wallonne, ainsi que de supprimer les primes de sortie qui sont scandaleuses pour les parlementaires. C'est quelque chose de vraiment important pour nous, parce qu'on est face à une caste politique qui est déconnectée de la réalité et qui ne se rend même plus compte de l'impact que ça a pour les travailleurs, les mesures qu'elle prend au quotidien. Et donc, on veut vraiment essayer de reconnecter, comme on peut financièrement aussi, cette classe politique à la réalité des gens. Et c'est pour ça, par ailleurs, que tous nos députés du PTB continuent et continueront à vivre avec un salaire de travailleur moyen, parce qu'on veut continuer à défendre nos principes et à défendre les travailleurs qu'on représente. Très bien, voilà une de vos mesures. Merci beaucoup. Voilà, on termine autour de cette table. Moi, il nous reste une dernière partie. C'est l'heure à présent du débriefing de ce double débat. Et pour cela, on accueille donc Michael Van Cutsem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de la teneur de ce débat, de part et d'autre, je dirais, de la table? Eh bien, un débat intéressant avec, je trouve, du côté des candidats du PTB, un programme de gauche assumé, centré sur le collectif, centré sur les services publics, centré sur le non-marchand.
j'ai envie de souligner une forme de cohérence intellectuelle dans le sens où les propositions sont appuyées sur des constats qui sont étayés, qui sont documentés, des propositions qui sont quantifiées, puis qui sont parfois radicalement assumées avec quelques messages très clairs sur la non-taxation, la volonté de ne pas taxer les individus et d'essayer de bien porter la charge de la mesure sur des causes sociétales ou parfois entrepreneuriales et pas sur le citoyen. Alors on sait que le PTB surfe sur une bonne vague ces derniers mois, je dirais. Est-ce que ça risque de se remarquer évidemment au niveau des résultats? En tout cas, les vagues protestataires récentes et les résultats des dernières élections communales ont souligné la pénétration importante du PTB à l'échelon local, à l'échelon provincial. On verra aussi si les négociations parfois un peu difficiles d'un niveau à l'autre pour effectivement participer au pouvoir auront un effet sur le choix de l'électeur maintenant par rapport à une participation aléatoire ou plus aléatoire au niveau européen, plus difficile au niveau fédéral et peut-être un peu plus accessible au niveau régional. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le débat qu'on a, c'est qu'il y a un enjeu de fond qui est derrière, qui est le financement, et que chaque fois qu'on touche au financement, le PTB renvoie à une taxe sur les multinationales ou à des leviers fédéraux. Ça me fait dire que toute une partie des propositions qui sont faites au niveau régional sont dépendantes d'une participation et d'un levier important sur le niveau fédéral et la capacité de faire bouger là, les lignes, les modalités de financement, les instruments notamment fiscaux sur le capital. Ça a une certaine logique dans la mesure où la richesse est davantage localisée au nord qu'au sud du pays. Mais voilà, ça rend quelque part un programme régional relativement dépendant de ce qu'on pourrait avoir comme marge de négociation au plan fédéral. C'est vrai dans l'absolu, mais c'est encore plus vrai ici si on veut suivre toutes les propositions du PTB. Alors on disait le PTB qui a progressé au niveau communal notamment. Ils ont été approchés pour faire partie de majorité, des négociations difficiles. Le PTB a fermé la porte. Du coup, est-ce que ça ne peut pas leur porter préjudice en disant oui, mais ils ne prennent pas leurs responsabilités, alors pourquoi encore voter pour eux ? Peut-être. Maintenant, peut-être aussi que le vote PTB est un vrai vote protestataire et un vote de révolte ou de volonté de changement plus fondamental du système et de faire bouger les lignes. Et là, on peut quand même se poser la question, en termes d'hypothèse de travail, en tout cas, c'est pas politiquement impossible, l'hypothèse d'une majorité qui pourrait basculer vers la gauche au niveau du Parlement wallon, avec un pôle des gauches auquel le PTB pourrait participer. Maintenant, on entend bien que sur des questions climatiques, notamment, les questions environnementales, je ne suis pas sûr que les curseurs sont alignés de la même manière. Donc ça risque d'être une longue négociation. Et puis comme je dis, en fonction du financement nécessaire d'une série de mesures, il va falloir quand même avoir un effet de levier au fédéral, ce qui est loin d'être gagné. Très bien. Eh bien. Merci en tout cas, Michael Valkutsen. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment dimanche pour connaître les résultats et par la suite pour connaître ces négociations. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Canal C.